Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Éric Emmanuel Schmitt. À 11 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allée voir les putes. Mon cochon, c'était une tirelire en porcelaine vernie, couleur de vomi, avec une fente qui permettait à la pièce d'entrer mais pas de sortir. Mon père l'avait choisie, cette tirelire à sens unique, parce qu'elle correspondait à sa conception de la vie. L'argent est fait pour être gardé, pas dépensé. Il y avait 200 francs dans les entrailles du cochon, 4 mois de travail. Un matin, avant de partir au lycée, mon père m'avait dit « Moïse, je ne comprends pas, il manque de l'argent. Désormais, tu inscriras sur le cahier de la cuisine tout ce que tu dépenses lorsque tu fais les courses. » Donc ce n'était pas suffisant de me faire engueuler au lycée comme à la maison, de laver, d'étudier, de cuisiner, de porter les commissions. Pas suffisant de vivre seul dans un grand appartement noir, vide et sans amour, d'être l'esclave plutôt que le fils d'un avocat sans affaires et sans femme. Il fallait aussi que je passe pour un voleur. Puisque j'étais déjà soupçonné de voler, autant le faire. Il y avait donc 200 francs dans les entrailles du cochon. 200 francs, c'était le prix d'une fille, rue du Paradis, c'était le prix de l'âge d'homme. Les premières, elles m'ont demandé ma carte d'identité. Malgré ma voix, malgré mon poids, j'étais gros comme un sac de sucreries. Ils doutaient des 16 ans que j'annonçais. Ils avaient dû me voir passer et grandir toutes ces dernières années, accrochée à mon filet de légumes. Au bout de la rue, sous le porche, il y avait une nouvelle. Elle était ronde, belle comme un dessin. Je lui ai montré mon argent et elle a souri. « Tu as 16 ans, toi ?»« Ben oui, depuis ce matin. » On est monté, j'y croyais à peine. Elle avait 22 ans, c'était une vieille, et elle était toute pour moi. Elle m'a expliqué comment on se lavait, puis comment on devait faire l'amour. Évidemment, je savais déjà, mais je la laissais dire pour qu'elle se sente plus à l'aise. Et puis j'aimais bien sa voix, un peu boudeuse, un peu chagrinée. Tout le long, j'ai failli m'évanouir. À la fin, elle m'a caressé les cheveux, gentiment, et elle a dit « Il faudra revenir et me faire un petit cadeau. » Ça a presque gâché ma joie. J'avais oublié le petit cadeau. Ça y est, j'étais un homme. J'avais été baptisé entre les cuisses d'une femme. Je tenais à peine sur mes pieds, tant mes jambes tremblaient encore et les ennuis commençaient. J'avais oublié le fameux petit cadeau. Je suis rentrée en courant à l'appartement. Je me suis ruée dans ma chambre. Je regardais autour de moi ce que je pouvais offrir de plus précieux. Puis, je recourus dardard rue de Paradis. La fille était toujours sur le porche. Je lui ai donné mon ours de peluche. C'est à peu près au même moment que j'ai connu Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim avait toujours été vieux, unanimement de mémoire de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière. On avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie, de 8 heures du matin au milieu de la nuit, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien, une jambe dans l'allée, l'autre sous les boîtes d'allumettes, une blouse grise sur une chemise blanche, des dents en ivoire sous une moustache sèche et des yeux en pistache, verts et marron, plus clairs que sa peau brune tachée par la sagesse. Car Monsieur Ibrahim, de la vie générale, passait pour un sage, sans doute parce qu'il était depuis au moins 40 ans l'arabe d'une rue juive, sans doute parce qu'il souriait beaucoup et parlait peu, sans doute parce qu'il semblait échapper à l'agitation ordinaire des mortelets, surtout des mortelets parisiens, ne bougeant jamais, telle une branche greffée sur son tabouret, ne rangeant jamais son étal devant qui ce soit, et disparaissant on ne sait où entre minuit et 8 heures du matin. Tous les jours donc, je faisais les courses et les repas. Je n'achetais que des boîtes de conserve. Si je les achetais tous les jours,
Ce n'était pas pour qu'elle soit fraîche, non, mais parce que mon père, il ne me laissait pas l'argent pour une journée. Et puis, c'était plus facile à cuisiner. Lorsque j'ai commencé à voler mon père pour le punir de m'avoir soupçonné, je me suis mise aussi à voler monsieur Ibrahim. J'avais un peu honte, mais pour lutter contre ma honte, je pensais très fort au moment de payer. Après tout, c'est qu'un arabe. Tous les jours, je fixais les yeux de monsieur Ibrahim et ça me donnait du courage. Après tout, c'est qu'un arabe. Je ne suis pas arabe, Momo. Je viens du Croissant d'Or. J'ai ramassé mon commission et suis sortie, groggy dans la rue. Monsieur Ibrahim m'entendait penser, donc, s'il m'entendait penser, il savait peut-être aussi que je l'escroquais. Le lendemain, je ne dérobais aucune boîte, mais je lui demandais « C'est quoi le Croissant d'Or ?» J'avoue que, toute la nuit, j'avais imaginé monsieur Ibrahim assis sur la pointe d'un croissant d'or et volant dans un ciel étoilé. Cela désigne une région qui va de l'Anatolie jusqu'à la Perse, Momo. Le lendemain, j'ajoutai en sortant mon porte-monnaie. Je m'appelle pas Momo, mais Moïse. Le lendemain, c'est lui qui ajouta. Je sais que tu t'appelles Moïse. C'est bien pour cela que je t'appelle Momo. C'est moins impressionnant. Le lendemain, en comptant mes centimes, je demandai. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous, Moïse? C'est juif, c'est pas arabe. Je ne suis pas arabe, Momo. Je suis musulman. Alors pourquoi on dit que vous êtes l'arabe de la rue si vous n'êtes pas arabe? Arabe Momo, ça veut dire ouvert de 8 heures du matin jusqu'à minuit, et même le dimanche, dans l'épicerie. Ainsi allait la conversation, une phrase par jour. Nous avions le temps, lui parce qu'il était vieux, moi parce que j'étais jeune. Et un jour sur deux, je volais une boîte de conserve. Je croyais que nous aurions mis un an ou deux à faire une conversation d'une heure si nous n'avions pas rencontré Brigitte Bardol. Grande animation rue Bleue. La circulation est arrêtée, la rue bloquée. On tourne un film. Tout ce qui a un sexe rue Bleue, rue Papillon et Faubourg Poissonnière est en alerte. Les femmes veulent vérifier si elles aussi bien qu'on le dit, les hommes ne pensent plus. Ils ont le discursif qui s'est coincé dans la fermeture de la braguette. Brigitte Bardot est là. Et la vraie Brigitte Bardot. Moi, je me suis mise à la fenêtre. Je la regarde et elle me fait penser à la chatte des voisins du quatrième. Une jolie petite chatte qui adore s'étirer au soleil sur le balcon et qui semble ne vivre, ne respirer, ne cligner des yeux que pour provoquer l'admiration. En avisant mieux, je découvre aussi qu'elle ressemble vraiment aux putes de la rue de Paradis, sans réaliser qu'en fait, ce sont les putes de la rue de Paradis qui se déguisent en Brigitte Bardot pour attirer le client. Enfin, au comble de la stupeur, je m'aperçois que monsieur Ibrahim est sorti sur le pas de sa porte. Pour la première fois depuis que j'existe, du moins, il a quitté son tabouret. Après avoir observé le petit animal Bardou s'ébrouer devant les caméras, je songe à la belle blonde qui possède mon ours et je décide de descendre chez monsieur Ibrahim et de profiter de son inattention pour escamoter quelques boîtes de conserve. Catastrophe. Il retournait derrière sa caisse. Ses yeux rigolent en contemplant la Bardou. Par-dessus les savons et les pinces à linge. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Vous êtes marié, monsieur Ibrahim? Oui, bien sûr que je suis mariée. Il n'est pas habitué à ce qu'on lui pose des questions. À cet instant-là, j'aurais pu jurer que monsieur Ibrahim n'était pas aussi vieux que tout le monde le croyait. Monsieur Ibrahim,
Imaginez que vous êtes dans un bateau avec votre femme et Brigitte Bardot. Votre bateau coule. Qu'est-ce que vous faites? Je parie que ma femme, elle sait nager. J'ai jamais vu des yeux rigoler comme ça. Il rigole la gorge déployée. Ses yeux, ils font un boucan d'enfer. Soudain, branle-bas de combat, Monsieur Ibrahim se met au garde à vous. Brigitte Bardot entre dans l'épicerie. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez de l'eau? Bien sûr, mademoiselle. Et là, l'inimaginable arrive. Monsieur Ibrahim, il va lui-même chercher une bouteille d'eau sur un rayon et il la lui apporte. Merci, monsieur. Combien je vous dois? 40 francs, mademoiselle. Elle en a un haut le corps, la Brigitte. Moi aussi. Une bouteille d'eau, ça valait 2 balles. À l'époque, pas 40. Je ne savais pas que l'eau était si rare ici. Ce n'est pas l'eau qui est rare, mademoiselle. Ce sont les vrais stars. Il a dit cela avec un ton de charme, avec un sourire tellement irrésistible que Brigitte Bardot, elle rougit légèrement. Elle sort ses 40 francs et s'en va. Je n'en reviens plus. Quand même, vous avez un de ces culots, monsieur Ibrahim. Eh ben, mon petit Momo, il faut bien que je me rembourse toutes les boîtes que tu me chouraves. C'est ce jour-là que nous sommes devenus amis. C'est vrai que, à partir de là, j'aurais pu aller les escamoter ailleurs, mes boîtes. Mais monsieur Ibrahim, il m'a fait jurer. Momo, si tu dois continuer à voler, viens les voler chez moi. Et puis, dans les jours qui suivirent, monsieur Ibrahim me donna plein de trucs pour soutirer de l'argent à mon père sans qu'il s'en rende compte. Lui servir du vieux pain de la veille ou de l'avant-veille passé dans le four, ajouter progressivement de la chicorée dans le café, resservir les sachets de thé, allonger son Beaujolais habituel avec du vin à 3 francs et le couronnement. L'idée, la vraie, celle qui montrait que monsieur Ibrahim était expert dans l'art de faire chier le monde, remplaçait la terrine campagnarde par des pâtés pour chiens. Grâce à l'intervention de monsieur Ibrahim, le monde des adultes s'était fissuré. Il n'offrait pas le même mur uniforme contre lequel je me cognais. Une main se tendait à travers une fente. J'avais de nouveau économisé 200 francs. J'allais pouvoir me reprouver que j'étais un homme. Rue de Paradis, je marchais droit vers le porche où se tenait la nouvelle propriétaire de mon ours. Je lui apportai un coquillage qu'on m'avait offert, un vrai coquillage qui venait de la mer, de la vraie mer. La fille me fit un sourire. À ce moment-là, surgirent de l'allée un homme qui courait comme un rat, puis une pute qui le poursuivait en criant. « Au voleur, mon sac, au voleur !» Sans hésiter une seconde, j'ai tendu ma jambe en avant. Le voleur s'est attalé quelques mètres plus loin. J'ai bondi sur lui. Le voleur m'a regardé. Il a vu que je n'étais qu'un homme. Il a souri, prêt à me foutre une raclée. Mais comme la fille a déboulé dans la rue en hurlant toujours plus fort, il s'est ramassé sur ses jambes et il a décampé. Heureusement, les cris de la putain m'avaient servi de muscle. Elle s'est approchée, chancelante, sur ses hauts talons. Je lui ai tendu son sac, qu'elle a serré, ravie, contre sa poitrine opulente qui savait si bien gémir. « Merci, mon petit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux que je t'offre une passe ?» Elle était vieille. Elle avait bien 30 ans. Mais monsieur Ibrahim me l'avait toujours dit. Il ne faut pas vexer une femme. Ok. Et nous sommes montés. La propriétaire de mon ours avait l'air outrée que sa collègue m'avait volé à elle. Lorsque nous sommes passés devant elle, elle me glissa à l'oreille. « Viens demain, moi aussi je te le ferai gratuit. »
Je n'ai pas attendu le lendemain. Monsieur Ibrahim et les putes me rendaient la vie avec mon père encore plus difficile. Je m'étais mise à faire un truc épouvantable et vertigineux. De comparaison. J'avais toujours froid lorsque j'étais auprès de mon père. Avec monsieur Ibrahim et les putes, il faisait plus chaud, plus clair. Je regardais la haute et profonde bibliothèque héréditaire, tous ces livres censés contenir la quintessence de l'esprit humain, l'inventaire des lois, la subtilité de la philosophie. Je les regardais dans l'obscurité. Moïse ferme les volets. La lumière bouffe les reliures. Puis je regardais mon père lire dans son fauteuil, isolé dans le rang du lampadaire qui se tenait, telle une conscience jaune au-dessus de ses pages. Il était clos dans les murs de sa science. Il ne faisait pas plus attention à moi qu'un chien. D'ailleurs, il détestait les chiens. Il n'était même pas tenté de me jeter un os de son savoir, si je faisais un peu de bruit. Oh, pardon. Moïse, tais-toi, je lis, je travaille, moi. Travailler, ça c'était le gros mot, la justification absolue. Pardon, papa. Ah, heureusement que ton frère Papol n'était pas comme ça. Papol, c'était l'autre nom de ma nullité. Mon père me lançait toujours à la figure le souvenir de mon frère aîné, Popol, lorsque je faisais quelque chose de mal. Popol, il était très assidu à l'école. Popol, il aimait les maths. Il ne salissait jamais la baignoire. Popol, il faisait pas pipi à côté des toilettes. Popol, il aimait tant lire les livres qu'il aimait papa. Au fond, ce n'était pas plus mal que ma mère soit partie avec Popol. Peu de temps après ma naissance, parce que c'était déjà difficile de se battre avec un souvenir, mais alors vivre qu'auprès d'une perfection vivante comme Popol. Ça aurait été au-dessus de mes forces. Papa, tu crois qu'il m'aurait aimé, Popol? Mon père me dévisage, ou plutôt me déchiffre, avec effarement. Quelle question? Voici ma réponse. Quelle question? J'avais appris à regarder les gens avec les yeux de mon père, avec méfiance, mépris. Parler avec l'épicier arabe, même s'il n'était pas arabe, puisque arabe ça veut dire ouvert la nuit et le dimanche dans l'épicerie. Rendre service aux putes, c'était des choses que je rangeais dans un tiroir secret de mon esprit. Cela ne faisait pas partie officiellement de ma vie. Pourquoi est-ce que tu ne souris jamais, Momo? Me demanda monsieur Ibrahim. Ça, c'était un vrai coup de poing, cette question. Un coup de vache, je n'étais pas préparée. Sourire, c'est un truc de gens riches, monsieur Ibrahim. J'ai pas les moyens. Justement, pour m'emmerder, il se mit à sourire. Parce que tu crois que moi, je suis riche. Vous avez tout le temps des billets dans la caisse. Je connais personne qui a autant de billets devant lui toute la journée. Mais les billets, ils me servent à payer la marchandise, et puis le local. Et à la fin du mois, il m'en reste très peu, tu sais. Et il souriait encore plus, comme pour me narguer. Monsieur Ibrahim, quand je dis que c'est un truc de gens riches, le sourire, je veux dire que c'est un truc pour les gens heureux. Eh bien, c'est là que tu te trompes. C'est sourire qui rend heureux. Mon œil. Essaye. Mon œil, je te dis. Tu es poli pour ton moumou. Bien obligé, sinon je reçois des baffes. Poli, c'est bien. Aimable, c'est mieux. Essaye de sourire, tu verras. Bon, après tout, demander gentiment comme ça, par monsieur Ibrahim qui me refile en douce une boîte de choucroute garnie qualité supérieure, ça s'essaye. Le lendemain, je me comporte vraiment comme un malade qui aurait été piqué pendant la nuit.
Je souris à tout le monde. Non, madame, je m'excuse, je n'ai pas compris mon exercice de maths. Van, sourire. J'ai pas pu le faire. Eh bien, Moïse, je vais te le réexpliquer. Du jamais vu. Pas d'engueulade, pas d'avertissement, rien. À la cantine, je pourrais en avoir encore un peu de la crème de marron? Blanc, sourire. Oui, avec du fromage blanc. Et je l'obtiens. À la gym, je reconnais que j'ai oublié mes chaussures de tennis. Avec un sourire. Mais elles étaient en train de sécher, monsieur. Le prof y rit et me tapote l'épaule. C'est l'ivresse, plus rien ne me résiste. Monsieur Ibrahim m'a donné l'arme absolue. Je mitraille le monde entier avec mon sourire. On ne me traite plus comme un cafard. En rentrant du collège, je file rue de Paradis. Je demande à la plus belle des putes, une grande noire qui m'a toujours refusé. Hé, va un sourire. On monte? Tu as 16 ans? Bien sûr que j'ai 16 ans depuis le temps. On monte. Et après, je lui raconte en mon rhabillant que je suis journaliste, que je fais un grand livre sur les prostituées. Avec un sourire. Et que j'ai besoin qu'elle me raconte un peu sa vie, si elle veut bien. C'est bien vrai ça que tu es journaliste? Sourire. Oui, enfin, étudiant en journalisme. Elle me parle, je regarde ses seins palpiter doucement lorsqu'elle s'anime. Je n'ose pas y croire. Une femme me parle à moi. Une femme. Sourire, elle parle. Sourire, elle parle. Elle me parle. Je regarde ses seins palpiter doucement lorsqu'elle s'anime. Je n'ose pas y croire. Une femme me parle à moi. Une femme. Sourire. Elle parle. Sourire. Elle parle. Le soir, lorsque mon père entre, je l'aide à retirer son manteau comme d'habitude et je me glisse devant lui dans la lumière pour être sûre qu'il me voit. Le repas est prêt. Van, sourire. Il me regarde avec étonnement. Je continue à sourire. C'est fatigant en fin de journée, mais je tiens le coup. Toi, tu as fait une connerie. Là, le sourire disparaît, mais je ne désespère pas. Au dessert, je ressais. Van, sourire. Il me dévisage avec malaise. Approche-toi, me dit-il. Je sens que mon sourire est en train de gagner. Hop, une nouvelle victime. Je m'approche. Peut-être veut-il m'embrasser? Il m'a dit une fois que Papaul, lui, il aimait bien l'embrasser, que c'était un garçon très câlin. Peut-être que Papaul, il avait compris le truc du sourire dès sa naissance? Ou alors que ma mère avait eu le temps de lui apprendre à Papaul. Je suis près de mon père, contre son épaule. Ses cils battent dans mes yeux. Moi, je souris à me déchirer la bouche. Il va falloir te mettre un appareil. Je n'avais jamais remarqué que tu avais les dents en avant. C'est ce soir-là que j'ai pris l'habitude d'aller voir monsieur Ibrahim la nuit, une fois que mon père était couché. C'est de ma faute. Si j'étais comme Papaul, mon père m'aimerait plus facilement. Qu'est-ce que tu sais? Papaul, il est parti. Peut-être qu'il ne supportait pas ton père. Vous croyez? Il est parti, c'est bien une preuve, ça. Monsieur Ibrahim me donna sa monnaie jaune pour que j'en fasse des rouleaux. Ça me calmait un peu. Vous l'avez connu, vous, Papaul? Monsieur Ibrahim, vous l'avez connu, Papaul? Qu'est-ce que vous en pensiez, vous, de Papaul?
Il a donné un coup sec dans sa caisse, comme pour éviter qu'elle parle. Momo, je vais te dire une chose. Je te préfère 100 fois, 1000 fois à Popol. Ah bon? J'étais assez content, mais je ne voulais pas le montrer. Je fermais les poignes et je montrais un peu les dents. Faut défendre sa famille. Attention, je ne vous permets pas de dire du mal de mon frère. Qu'est-ce que vous aviez contre Popol? Il était très bien, Popol, très bien. Mais tu m'excuseras, je préfère Momo. J'ai été bon prince, je l'ai excusé. Une semaine plus tard, Monsieur Ibrahim il m'a envoyé voir un ami à lui, le dentiste de la rue Papillon. Décidément, il avait le bras long, Monsieur Ibrahim. Et le lendemain, il m'a dit: Momo, souris moins, ça suffira bien. Non, c'est une blague, mon ami m'a assuré que tes dents, elles n'ont pas besoin d'appareil. Il s'est penché vers moi avec ses yeux qui rigolent. Imagine-toi rue de Paradis avec de la ferraille dans la bouche, à laquelle tu pourrais encore faire croire que tu as 16 ans. Là, il avait marqué un sacré but, monsieur Ibrahim. Du coup, c'est moi qui lui ai demandé des pièces de monnaie pour me remettre l'esprit en place. Comment vous savez tout ça, monsieur Ibrahim? Moi, je ne sais rien. Je sais juste ce qu'il y a dans mon courant. J'ai fait encore quelques rouleaux. Moumou, c'est très bien d'aller chez des professionnels. Les premières fois, il faut toujours aller chez des professionnels, des femmes qui connaissent bien le métier. Après, quand tu remettras des complications, des sentiments, tu pourras te contenter d'amateurs. Vous y allez, vous, parfois, rue de Paradis? Le paradis est ouvert à tous. Oh, vous charriez, monsieur Ibrahim. Vous n'allez pas me dire que vous y alliez encore à votre âge. Pourquoi? C'est réservé aux mineurs? Là, j'ai senti que j'avais dit une connerie. Momo, qu'est-ce que tu dirais de faire une promenade avec moi? Ah bon? Vous marchez des fois, monsieur Ibrahim? Et voilà, j'avais encore dit une connerie. Alors, j'ai ajouté un grand sourire. Non, je veux dire, je vous ai toujours vu sur ce tabouret. N'empêche, j'étais vachement content. Le lendemain, monsieur Ibrahim m'emmena à Paris. Le Paris joli, celui des photos, des touristes. Nous avons marché le long de la Seine qui n'est pas vraiment droite. Regarde, Moumou, la Seine adore les ponts. C'est comme une femme qui raffole des bracelets. Puis on a marché dans les jardins des Champs-Élysées, entre les théâtres et le Guignol, puis rue de Faubourg-Saint-Honoré où il y avait plein de magasins qui portaient des noms de marques. Le Lanvin, Hermès, Saint-Laurent, Cardin. Ça faisait drôle, ces boutiques immenses et vides à côté de l'épicerie de monsieur Ibrahim qui était pas plus grande qu'une salle de bain, mais qui n'avait pas un cheveu d'inoccupé, où on trouvait, empilés du sol au plafond, d'étagère en étagère sur 3 rangs et 4 profondeurs, tous les articles de première, de deuxième et même de troisième nécessité. C'est fou, monsieur Ibrahim, comme les vitres de riches sont pauvres. Y a rien là-dedans. C'est ça le luxe, Momo. Rien dans les vitrines, rien dans le magasin, tout dans le prix. On a fini dans les jardins secrets du palais royal où là monsieur Ibrahim m'a payé un citron pressé et a retrouvé son immobilité légendaire sur un tabouret de bar, a sucé lentement une Suze anis. Ça doit être chouette d'habiter Paris. Mais tu habites Paris, Momo. Non, moi j'habite rue Bleue. Je le regardais savourer sa Suze anis.
Je croyais que les musulmans, ça ne buvait pas l'alcool. Oui, mais moi je suis soufi. Bon, là, j'ai senti que je devenais indiscret, que monsieur Ibrahim ne voulait pas me parler de sa maladie. Après tout, c'était son droit. Je me suis tue jusqu'à notre retour rue Bleue. Le soir, j'ai ouvert le Larousse de mon père. Fallait vraiment que je sois inquiet pour monsieur Ibrahim, parce que, vraiment, j'ai toujours été déçu par les dictionnaires. Soufisme, courant mystique de l'islam, né au 8e siècle, opposé au légalisme. Il met l'accent sur la religion intérieure. Voilà une fois de plus. Les dictionnaires n'expliquent bien que les mots qu'on connaît déjà. Enfin, le soufisme n'était pas une maladie, ce qui m'a déjà rassuré un peu. C'était une façon de penser. Même s'il y a des façons de penser qui sont aussi des maladies, disait souvent monsieur Ibrahim. Après quoi, je me suis lancée dans un jeu de pistes pour essayer de comprendre tous les mots de la définition. De tout ça, il ressortait que monsieur Ibrahim, avec sa susaniste, croyait en Dieu à la façon musulmane, mais d'une façon qui frisait la contrebande, car, opposé au légalisme, et ça m'a donné du fil à retordre. Parce que, minutieusement, parce que si le légalisme était bien le souci de respecter minutieusement la loi, comme disaient les gens du dictionnaire, ça voulait dire en gros des choses a priori vexantes, à savoir que monsieur Ibrahim il était malhonnête, donc que mes fréquentations n'étaient pas fréquentables. Mais en même temps, si respecter la loi, c'était faire avocat comme mon père, avoir ce teint gris en temps et tant de tristesse dans la maison, je préférais être contre le légalisme avec monsieur Ibrahim. Et puis, les gens du dictionnaire ajoutaient que le soufisme était créé par deux mecs anciens, Al-Hajj et Al-Ghazali, qui avaient des noms à habiter dans les mansardes au fond de la cour, en tout cas rue Bleue, et il précisait que c'était une religion intérieure, et ça, c'est sûr qu'il était discret. Monsieur Ibrahim, par rapport à tous les juifs de la rue, il était discret. Pendant le repas, je n'ai pas pu m'empêcher d'interroger mon père qui était en train d'avaler un ragoût d'agneau, tendance royale canin. Papa, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a regardé, puis il a dit lentement. Tu deviens un homme, à ce que je vois. Je ne voyais pas le rapport. Un instant même, je me suis demandé si quelqu'un ne lui avait pas apporté que j'allais voir les firus de paradis. Mais il ajouta. Non, je ne suis jamais arrivé à croire en Dieu. Jamais arrivé? Pourquoi? Faut faire des efforts? Il regarda la pénombre de l'appartement autour de lui. Pour croire que tout ça a un sens, oui, il faut faire de gros efforts. Mais papa, on est juifs, nous, enfin, toi et moi. Et être juif, ça n'a aucun rapport avec Dieu? Pour moi, ça n'en a plus. Être juif, c'est simplement avoir de la mémoire, une mauvaise mémoire. Et là, il avait vraiment la tête d'un type qui a besoin de plusieurs aspirines. Peut-être parce qu'il avait parlé, une fois n'est pas coutume. Il se leva et il alla se coucher directement. Quelques jours après, il revint à la maison encore plus pâle que d'habitude. J'ai commencé à me sentir coupable. Je me suis dit qu'à force de lui faire bouffer de la merde, je lui avais peut-être détraqué la santé. Il s'est assis et m'a fait signe qu'il voulait me dire quelque chose. Mais il a bien mis 10 minutes avant d'y arriver. Je suis virée, Moïse. On ne me veut plus dans le cabinet où je travaille. Ça, franchement, moi, ça ne m'étonnait pas beaucoup.
qu'on n'ait pas envie de travailler avec mon père. Il devait forcément déprimer les criminels, mais en même temps, je n'avais jamais imaginé qu'un avocat ça puisse cesser d'être avocat. Il va falloir que je cherche du travail ailleurs. Il va falloir se serrer la ceinture, mon petit. Il est allé se coucher. Visiblement, ça ne l'intéressait pas de savoir ce que j'en pensais. Je suis descendu voir monsieur Ibrahim qui souriait en mâchant des arachides. Comment vous faites-vous pour être heureux, monsieur Ibrahim? Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Faudrait peut-être un jour que je vous le pique, votre Coran, même si ça se fait pas quand on est juif. Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Momo, être juif? Ben, j'en sais rien. Pour mon père, c'est être déprimé toute la journée. Pour moi, c'est juste un truc qui m'empêche d'être autre chose. Monsieur Ibrahim me tendit une cacahuète. Tu n'as pas de bonnes chaussures, Momo. Demain, nous irons acheter des chaussures. Oui, mais un homme, ça passe sa vie dans seulement deux endroits, soit son lit, soit ses chaussures. J'ai pas l'argent, monsieur Ibrahim. Je te les offre, c'est mon cadeau, Momo. Tu n'as qu'une seule paire de pieds. Il faut en prendre soin. Si des chaussures te blessent, tu les changes. Les pieds, tu ne pourras pas en changer. Le lendemain, en rentrant du lycée, je trouvai un mot sur le sol, dans le hall sans lumière de notre entrée. Je ne sais pas pourquoi, mais à la vue de l'écriture de mon père, mon corps se mit immédiatement à battre dans tous les sens. Moïse, excuse-moi, je suis partie. Je n'ai rien en moi pour faire un père. Poupou. Et là, c'était barré. Il avait sans doute encore voulu me balancer une phrase sur Popol, du genre « Avec Popol, j'y serais arrivé, mais pas avec toi », ou bien « Popol, lui, il me donnait la force et l'énergie d'être un père, mais pas toi ». Bref, une saloperie qu'il avait eu honte d'écrire. Enfin, je percevais bien l'intention. Merci. Peut-être nous revenons-nous un jour plus tard lorsque tu seras adulte, quand j'aurai moins honte et que tu n'auras pardonné. Adieu. C'est ça, adieu. Pièce. J'ai laissé sur la table tout l'argent qui me restait. Voici la liste des personnes que tu dois informer de mon départ. Ils prendront soin de toi. Suivait une liste de 4 noms que je ne connaissais pas. Ma décision a été prise. Il fallait faire semblant. Il était hors de question que j'admette avoir été abandonnée 2 fois. Une fois à la naissance par ma mère, une autre fois à l'adolescence par mon père. Si cela se savait, plus personne ne me donnerait ma chance. Qu'avais-je de si terrible? Mais qu'avais-je donc qui rendait l'amour impossible? Ma décision fut irrévocable. Je simulerais la présence de mon père. Je ferais croire qu'il vit là, qu'il mange là, qu'il partage toujours avec moi ses longues soirées d'ennui. D'ailleurs, j'attendis pas une seconde, je descendis à l'épicerie. Monsieur Ibrahim, mon père a du mal à digérer. Qu'est-ce que je lui donne? Du Fernet Branca, Momo. Tiens, j'en ai une mignonnette. Merci, je remonte tout de suite lui faire avaler. Avec l'argent qu'il m'avait laissé, je pouvais tenir un mois. J'appris à imiter sa signature pour remplir les courriers nécessaires, pour répondre au lycée. Je continuais à cuisiner pour 2. Tous les soirs, je mettais son couvert en face de moi. Simplement, à la fin du repas, je faisais passer sa part dans l'évier. Quelques nuits par semaine pour les voisins d'en face, je me mettais dans son fauteuil, avec son pull, ses chaussures, de la farine dans les cheveux, et je tentais de lire un beau Coran tout neuf que
que je m'avais offert monsieur Ibrahim parce que je l'en avais supplié. Au lycée, je me dis que je n'avais pas une seconde à perdre. Il fallait que je tombe amoureux. On n'avait pas vraiment le choix, vu que l'établissement n'était pas mixte. On était tous amoureux de la fille du concierge, Myriam, qui malgré cette raison avait très vite compris qu'elle régnait sur 300 pubères assoiffés. Je me mis à lui faire la cour avec une ardeur de noyer. Vlan, sourire. Je devais me prouver qu'on pouvait m'aimer. Je devais le faire savoir au monde entier avant qu'il ne découvert que même mes parents, les seules personnes obligées de me supporter, avaient préféré fuir. Je racontais à monsieur Ibrahim ma conquête de Myriam. Il m'écoutait avec le petit sourire de celui qui sait la fin de l'histoire, mais je faisais semblant de ne pas le remarquer. « Et comment va ton père ? Je ne le vois plus le matin. » « Il a beaucoup de travail. Il est obligé de partir très tôt avec son nouveau boulot. »« Ah bon ? Il n'est pas furieux que tu lises le Coran ? » ?»« Je me cache de toute façon. Et puis, je n'y comprends pas grand-chose. » Lorsqu'on veut apprendre quelque chose, on ne prend pas un livre. On parle avec quelqu'un. Je ne crois pas aux livres. Pourtant, monsieur Ibrahim, vous-même, vous me dites toujours que vous saviez que ce... Oui, je sais ce qu'il y a dans mon Coran, Momo. J'ai envie de voir la mer. Si on allait en Normandie, je t'emmène? Oh, c'est vrai? Si ton père est d'accord, naturellement. Il sera d'accord. Tu es sûr? Je vous dis qu'il sera d'accord. Lorsque nous sommes arrivés dans le hall du grand hôtel de Cabourg, ça a été plus fort que moi. Je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pendant 2 heures, 3 heures. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Monsieur Ibrahim me regardait pleurer. Il attendait patiemment que je parle. Enfin, j'ai fini par articuler. C'est trop beau ici, monsieur Ibrahim. C'est beaucoup trop beau. Ce n'est pas pour moi. Je ne mérite pas ça. Monsieur Ibrahim sourit. La beauté, Momo, elle est partout. Oh, que tu tournes les yeux. Ça, c'est dans mon Coran. Après, nous avons marché le long de la mer. Tu sais, Momo, l'homme à qui Dieu n'a pas révélé sa vie directement, ce n'est pas un livre qui la lui révélera. Moi, je lui parlais de Myriam, lui en parlait d'autant plus que je voulais éviter de parler de mon père. Après m'avoir admis dans sa cour de prétendants, Myriam commençait à me rejeter comme un candidat non valable. Ça ne fait rien, disait monsieur Ibrahim. Ton amour pour elle, il est à toi. Il t'appartient. Même s'il le refuse, il ne peut rien y changer. Elle n'en profite pas, c'est tout. Ce que tu donnes, Momo, c'est à toi pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu à jamais. Mais vous avez une femme? Oui. Et pourquoi vous n'êtes pas avec elle ici? Il a montré la mer du doigt. C'est vraiment une mer anglaise ici, vert et gris. C'est pas des couleurs normales pour de l'eau, à croire qu'elle a pris l'accent. Vous ne m'avez pas répondu, monsieur Ibrahim. Pour votre femme, pour votre femme. Moumou, pas de réponse, c'est une réponse. Chaque matin, monsieur Ibrahim était le premier levé. Il s'approchait de la fenêtre, il reniflait la lumière et il faisait sa culture physique, lentement, tous les matins, toute sa vie, sa culture physique. Il était incroyablement souple, et de mon oreiller, en entr'ouvrant les yeux, je voyais encore le jeune homme lent et nonchalant qu'il avait dû être, il y a très longtemps.
Ma grande surprise fut de découvrir un jour dans la salle de bain que M. Ibrahim était circoncis. Vous aussi, monsieur Ibrahim? Les musulmans comme les juifs, Momo. C'est le sacrifice d'Abraham. Il tend son enfant à Dieu en lui disant qu'il peut le prendre. Ce petit bout de peau qui nous manque, c'est la marque d'Abraham. Pour la circoncision, le père doit tenir son fils. Le père offre sa propre douleur en souvenir du sacrifice d'Abraham. Avec M. Ibrahim, je me rendais compte que les juifs, les musulmans et même les chrétiens, ils avaient eu plein de grands hommes en commun avant de se taper sur la gueule. Ça ne me regardait pas, mais ça me faisait du bien. Après notre retour de Normandie, lorsque je suis rentrée dans l'appartement noir et vide, je ne me sentais pas différent. Non, je trouvais que le monde pouvait être différent. Je me disais que je pourrais ouvrir les fenêtres, que les murs pouvaient être plus clairs. Je me disais que je n'étais peut-être pas obligée de garder ces meubles qui sentaient le passé. Pas le beau passé, non, le vieux passé, le ronce, celui qui pue comme une vieille serpillière. Je n'avais plus d'argent. Je commençais à vendre les livres par lot aux bouquinistes des quais de Seine que M. Ibrahim m'avait fait découvrir lors de nos promenades. À chaque fois que je vendais un livre, je me sentais plus libre. Cela faisait 3 mois maintenant que mon père avait disparu. Je donnais toujours le change, je cuisinais pour 2, et curieusement, M. Ibrahim me posait de moins en moins de questions sur lui. Mes relations avec Myriam capotaient de plus en plus, mais elle me donnait un très bon sujet de conversation la nuit avec M. Ibrahim. Certains soirs, j'avais des pincements au cœur. C'était parce que je pensais à Popol. Maintenant que mon père n'était plus là, j'aurais bien aimé le connaître, Popol. Sûr que je le supporterais mieux puisqu'on ne me l'enverrait plus à la figure comme l'antithèse de ma nullité. Je me couchais souvent en pensant qu'il avait, quelque part dans le monde, un frère beau et parfait qui m'était inconnu et que, peut-être, un jour je le rencontrerai. Un matin, la police frappa à la porte. Il criait comme dans les films. « Ouvrez, police !» Je me suis dit « Ça y est, c'est fini, j'ai trop menti, ils vont m'arrêter. » J'ai mis une robe de chambre et j'ai déverrouillé tous les verrous. Ils avaient l'air beaucoup moins méchants que je l'imaginais. Ils m'ont même demandé poliment s'ils pouvaient entrer. C'est vrai que moi je préférais aussi m'habiller avant de partir en prison. Dans le salon, l'inspecteur m'a pris par la main et m'a dit gentiment « Mon garçon, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Votre père est mort. » Je ne sais pas sur le coup ce qui m'a le plus surpris, la mort de mon père ou le vouvoiement du flic. En tout cas, j'en suis tombée assise dans le fauteuil. Il s'est jeté sous un train près de Marseille. Ça aussi c'était curieux. Aller faire ça à Marseille. Des trains, il y en a partout. Il y en a autant, sinon plus à Paris. Décidément, je ne comprendrai jamais mon père. Tout indique que votre père était désespéré et qu'il a mis fin volontairement à ses jours. Un père qui se suicide. Voilà qui n'allait pas m'aider à me sentir mieux. Finalement, je me demande si je ne préférais pas un père qui m'abandonne. Je pouvais au moins supposer qu'il était rongé par le regret. Les policiers semblaient comprendre mon silence. Ils regardaient la bibliothèque vide, l'appartement sinistre autour d'eux en se disant que, ouf, dans quelques minutes, ils l'auraient quitté. Qui faut-il prévenir, mon garçon? Là, j'ai eu enfin une réaction appropriée. Je me levai et allai chercher la liste de 4 noms qu'il m'avait laissés en partant. L'inspecteur l'a mise dans sa poche. Nous allons confier ces démarches à l'assistance sociale.
Puis il s'est approché de moi, avec des yeux de chien battu, et là, j'ai senti qu'il allait me faire un truc tordu. Maintenant, j'ai quelque chose de délicat à vous demander. Il faudrait que vous reconnaissiez le corps. Ça, ça a joué comme un signal d'alarme. Je me suis mise à hurler comme si on avait appuyé sur le bouton. Les policiers s'agitaient autour de moi. Ils cherchaient l'interrupteur, seulement pas de chance. L'interrupteur, c'était moi, et je ne pouvais plus m'arrêter. Monsieur Ibrahim a été parfait. Il est monté en entendant mes cris. Il a tout de suite compris la situation. Il a dit qu'il irait, lui, à Marseille pour reconnaître le corps. Les policiers au début se méfiaient parce qu'il avait vraiment l'air d'un arabe. Mais je me suis remis à hurler et ils ont accepté ce que proposait monsieur Ibrahim. Après l'enterrement, j'ai demandé à monsieur Ibrahim. Depuis combien de temps aviez-vous compris pour mon père, monsieur Ibrahim? Depuis Cabo. Mais tu sais, Moumou, tu ne dois pas en vouloir à ton père. Ah oui? Et comment? Un père qui me pourrit la vie, qui m'abandonne et qui se suicide. C'est un sacré capital de confiance pour la vie. Et en plus, il ne faut pas que je lui en veuille. Ton père, il n'avait pas l'exemple devant lui. Il a perdu ses parents 13 ans parce qu'il avait été ramassé par les nazis et qui était mort dans les camps. Ton père ne se remettait pas d'avoir échappé à tout ça. Peut-être il se culpabilisait d'être en vie. Ce n'est pas pour rien qu'il a fini sous un train. Ah bon? Pourquoi? Ses parents, ils avaient été emportés par un train pour aller mourir. Lui, il cherchait peut-être son train depuis toujours. S'il n'avait pas la force de vivre, ce n'était pas à cause de toi, Momo. C'est à cause de tout ce qui a été ou n'a pas été avant toi. Puis, monsieur Ibrahim m'a fourré des billets dans la poche. Tiens, va rue du Paradis. Les filles se demandent où en est ton livre sur elles. J'ai commencé à tout changer dans l'appartement de la rue Bleue. Monsieur Ibrahim me donnait des pots de peinture, des pinceaux. Il me donnait aussi des conseils pour rendre folle l'assistance sociale et gagner du temps. Une après-midi, alors que j'avais ouvert toutes les fenêtres pour faire partir les odeurs d'acrylique, une femme entra dans l'appartement. Je ne sais pas pourquoi, mais à sa gêne, à ses hésitations, à sa façon de pas oser passer entre les escabeaux et d'éviter les taches sur le sol, j'ai tout de suite compris qui c'était. J'ai fait celui qui était très absorbé par ses travaux. Il finit par se racler faiblement la gorge. J'ai joué la surprise. Vous cherchez? Je cherche Moïse, a dit ma mère. C'était curieux comme elle avait du mal à prononcer ce nom, comme s'il ne passait pas dans sa gorge. Je me paie le luxe de me foutre de sa gueule. Vous êtes qui? Je suis sa mère. La pauvre femme, j'ai de la peine pour elle. Elle est dans un état. Elle a dû sacrément se faire violence pour arriver jusqu'ici. Elle me regarde intensément, essayant de déchiffrer mes traits. Elle a peur, très peur. Et toi, qui es-tu? Moi? J'ai envie de me marrer. On n'a pas idée de se mettre dans des états pareils, surtout 13 ans après. Moi, on m'appelle Momo. Son visage, il se fissure. J'ajoute en rigolant. C'est un diminutif pour Mohamed. Elle devient plus pâle que ma peinture des plaintes. Ah bon? Tu n'es pas Moïse? Ah non, faut pas confondre, madame. Moi, c'est Mohamed. Elle ravale sa salive. Au fond, elle n'est pas mécontente. Mais il n'y a pas un garçon ici qui s'appelle Moïse? J'ai envie de répondre. Je ne sais pas, c'est vous qui êtes sa mère. Vous devriez savoir. Mais au dernier moment, je me retiens.
parce que la pauvre femme n'a pas l'air de bien tenir sur ses jambes. À la place, je lui fais un joli petit mensonge plus confortable. Oui, il est parti, madame. Il en avait marre d'être ici. Il n'a pas de bons souvenirs. Tiens, je me demande s'il me croit. Il ne semble pas convaincu et n'est peut-être pas si conne finalement. Et quand reviendra-t-il? Je ne sais pas. Lorsqu'il est parti, il a dit qu'il voulait retrouver son frère. Son frère? Oui, il a un frère, Moïse. Ah bon? Elle a l'air complètement déconcertée. Oui, son frère s'appelle... Son frère... Popol. Popol? Oui, madame, Popol, son frère aîné. Je me demande si elle n'est pas en train de me prendre pour un demeuré. Ou alors, elle croit vraiment que je suis Mohamed. Mais je n'ai jamais eu d'enfant avant Moïse. Je n'ai jamais eu de Popol, moi. Là, c'est moi qui commence à me sentir mal. Elle le remarque et vacille tellement qu'elle va se mettre à l'abri sur un fauteuil, et moi, je fais pareil de mon côté. Nous nous regardons en silence, le nez étouffé par l'odeur acide de l'acrylique. Il m'étudie, il n'y a pas un battement de mes cils qui lui échappe. Dis-moi, Momo. Mohamed. Dis-moi, Mohamed. Tu vas le revoir, Moïse? Ça se peut. J'ai dit ça sur un ton détaché. J'en reviens pas moi-même d'avoir un ton si détaché. Elle me scrute le fond des yeux. Elle peut m'éplucher tant qu'elle veut. Elle ne m'arrachera rien. Je suis sûre de moi. Si un jour tu revois Moïse, dis-lui que j'étais très jeune lorsque j'ai épousé son père, que je ne l'ai épousé que pour partir de chez moi. Je n'ai jamais aimé le père de Moïse. Mais j'étais prête à aimer Moïse, tellement j'ai connu un autre homme, ton père. Pardon? Je veux dire son père, à Moïse. Il m'a dit, pars et laisse-moi Moïse. Sinon, je suis partie. J'ai préféré refaire ma vie, une vie où il y a du bonheur. Elle baisse les yeux. Elle s'approche de moi. Je sens qu'elle voudrait m'embrasser. Je fais celui qui ne comprend pas. Elle me demande d'une voix suppliante. Tu lui diras à Moïse? Ça se peut. Le soir même, je suis allée retrouver monsieur Ibrahim et je lui ai dit en rigolant. Alors, c'est quand que vous m'adoptez, monsieur Ibrahim? Et il a répondu aussi en rigolant. Mais dès demain, si tu veux, mon petit Momo. Il a fallu se battre. Le monde officiel, celui des tampons, des autorisations, des fonctionnaires agressifs lorsqu'on les réveille. Personne ne voulait de nous. Mais rien ne décourageait monsieur Ibrahim. Le non, on l'a déjà dans notre poche, Momo. Le oui, il nous reste à l'obtenir. Ma mère, avec l'aide de l'assistance sociale, avait fini par accepter la démarche de monsieur Ibrahim. Et votre femme à vous, monsieur Ibrahim, elle veut bien? Ma femme, elle est retournée au pays où il y a bien longtemps. Je fais ce que je veux. Mais si tu as envie, nous irons la voir cet été. Le jour où on l'a eu, le papier, le fameux papier qui déclarait que j'étais désormais le fils de celui que j'avais choisi, monsieur Ibrahim décida que nous devions acheter une voiture pour fêter ça. On fera des voyages, Moumou. Et cet été, on ira ensemble dans le Croissant d'Or. Je te montrerai la mer unique, la mer d'où je viens. On pourrait pas y aller en tapis volant, plutôt? Prends un catalogue et choisis une voiture. Bien, papa. C'est dingue comme, avec les mêmes mots, on peut avoir des sentiments différents.
quand je disais papa à monsieur Ibrahim, j'avais le cœur qui riait, je me renflais, je me regonflais, l'avenir scintillait. Nous sommes allés chez le garagiste. Je veux acheter ce modèle, c'est mon fils qui l'a choisi. Quant à monsieur Ibrahim, il était pire que moi, question vocabulaire. Il mettait mon fils dans toutes les phrases, comme s'il venait d'inventer la paternité. Le vendeur commença à nous vanter les caractéristiques de l'engin. Pas la peine de me faire l'article, je vous dis que je veux l'acheter. Avez-vous le permis, monsieur? Bien sûr. Et là, monsieur Ibrahim sortit de son portefeuille en maroquin un document qui devait dater, au minimum, de l'époque égyptienne. Le vendeur examina le papyrus avec effroi, d'abord parce que la plupart des lettres étaient effacées, ensuite parce qu'il était dans une langue qu'il ne connaissait pas. C'est un permis de conduire, ça? Ça se voit, non? Bien. Alors, nous vous proposons de payer en plusieurs mensualités. Par exemple, sur une durée de 3 ans, vous devriez... Quand je vous dis que je veux acheter une voiture, c'est que je peux. Je paye comptant. Il était très vexé, monsieur Ibrahim. Décidément, ce vendeur comptait gaffe sur gaffe. Alors faites-nous un chèque de... Ah, mais ça suffit. Je vous dis que je paye comptant. Avec de l'argent, du vrai argent. Et il posa des liasses de billets sur la table, de belles liasses de vieux billets rangés dans des sacs plastiques. Le vendeur est suffoqué. Mais personne ne paye en liquide, ce n'est pas possible. Eh bien quoi? Ce n'est pas de l'argent, ça? Moi, je les ai bien acceptés dans ma caisse. Alors pourquoi pas vous? Momo, est-ce que nous sommes entrés dans une maison sérieuse? Bien, faisons comme cela. Nous vous la mettrons à disposition dans 15 jours. 15 jours? Mais ce n'est pas possible. Je serai mort dans 15 jours. 2 jours après, on nous livrait la voiture devant l'épicerie. Il était fort, monsieur Ibrahim. Lorsqu'il monta dedans, monsieur Ibrahim se mit à toucher délicatement toutes les commandes avec ses longs doigts fins, puis il s'essuya le front. Il était verdâtre. Je ne sais plus, Momo. Mais vous avez appris? Oui, il y a longtemps, avec mon ami Abdullah, mais... Mais quoi? Mais les voitures n'étaient pas comme ça. Il avait vraiment du mal à trouver son air, monsieur Ibrahim. Dites, monsieur Ibrahim, les voitures dans lesquelles vous avez appris, elles étaient pas tirées par des chevaux? Non, mon petit Momo, par des ânes, des ânes. Et votre permis de conduire, l'autre jour, qu'est-ce que c'était? Une vieille lettre de mon ami Abdullah qui me racontait comment s'était passée la récolte. Ben, on n'est pas dans la merde. Tu l'as dit, Momo. Il n'y a pas un truc dans votre Coran, comme d'habitude, pour nous donner une solution? Penses-tu, Momo, le Coran, ce n'est pas un manuel de mécanique. C'est utile pour les choses de l'esprit, pas pour la ferraille. Et puis, dans le Coran, il voyage en chameau. Vous énervez pas, monsieur Ibrahim. Finalement, monsieur Ibrahim décida que nous prendrions des leçons de conduite ensemble. Comme je n'avais pas l'âge, c'est lui officiellement qui apprenait, tandis que moi, je me tenais sur la banquette arrière, sans perdre une miette des instructions du moniteur. Sitôt le cours fini, nous sortions notre voiture et je m'installai au volant. Nous roulions dans le Paris nocturne pour éviter la circulation. Je me débrouillais de mieux en mieux.
Enfin, l'été est arrivé et nous avons pris la route. Des milliers de kilomètres. Nous traversions toute l'Europe par le sud. Fenêtre ouverte, nous allions au Moyen-Orient. C'était incroyable de découvrir comment l'univers devenait intéressant sitôt qu'on voyageait avec monsieur Ibrahim. Comme j'étais crispée sur mon volant et que je me concentrais sur la route, il me décrivait les paysages, le ciel, les nuages, les villages, les habitants. Le babil de monsieur Ibrahim, cette voix fragile comme du papier à cigarette, ce piment d'accent, ces images, ces exclamations, ces étonnements auxquels succédaient les plus diaboliques roublardises, c'est cela pour moi le chemin qui mène de Paris à Istanbul. L'Europe, je ne l'ai pas vue, je l'ai entendue. Oh là, Momo, on est chez les riches, regarde, il y a des poubelles. Eh bien, quoi, les poubelles? Lorsque tu veux savoir si tu es dans un endroit riche ou pauvre, tu regardes les poubelles. Si tu vois ni ordures ni poubelles, c'est très riche. Si tu vois des poubelles et pas d'ordures, c'est riche. Si tu vois des ordures à côté des poubelles, c'est ni riche ni pauvre, c'est touristique. Si tu vois les ordures sans les poubelles, c'est pauvre. Et si les gens habitent dans les ordures, c'est très très pauvre. Ici, c'est riche. Ben oui, c'est la Suisse. Ah non, pas l'autoroute, Momo, pas l'autoroute. Les autoroutes, ça dit passer, y a rien à voir. C'est pour les imbéciles qui veulent aller le plus vite d'un point à un autre. Nous, on fait pas de la géométrie, on voyage. Trouve-moi de jolis petits chemins qui montrent bien tout ce qu'il y a à voir. On voit que c'est pas vous qui conduisez, monsieur Ibrahim. Écoute, Moumou, si tu ne veux rien voir, tu prends l'avion comme tout le monde. C'est pauvre ici, monsieur Ibrahim? Oui, c'est l'Albanie. Et là? Arrête l'auto, tu sens? Ça sent le bonheur, c'est la Grèce. Les gens sont immobiles, ils prennent le temps de nous regarder passer, ils respirent. Tu vois, Moumou? Moi, toute ma vie, j'aurais beaucoup travaillé, mais j'aurais travaillé lentement, en prenant bien mon temps. Je ne voulais pas faire du chiffre, ou voir défiler les clients, non. La lenteur, c'est ça, le secret du bonheur. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas, monsieur Ibrahim. Si je ferais de l'import-export. De l'import-export? Là, j'avais marqué un point. J'avais trouvé le mot magique. Import-export. Monsieur Ibrahim, on avait plein la bouche. C'était un mot sérieux et en même temps aventurier. Un mot qui renvoyait au voyage, au bateau, au colis, à de gros chiffres d'affaires. Un mot si lourd que les syllabes qu'il faisait rouler. Import-export. Je vous présente mon fils, Momo, qui un jour fera de l'import-export. Nous avions plein de joues. Il me faisait entrer dans les monuments religieux avec un bandeau sur les yeux pour que je devine la religion à l'odeur. Ici, ça sent le cierge, c'est catholique. Oui, c'est Saint Antoine. Là, ça sent l'encens, c'est orthodoxe. C'est vrai, c'est Sainte Sophie. Et là, ça sent les pieds, c'est musulman. Non, vraiment, là, ça pue trop fort. Quoi? C'est la mosquée bleue, un endroit qui sent le corps. Ce n'est pas assez bien pour toi? Parce que toi, tes pieds, ils ne sentent jamais? Un lieu de prière qui sent l'homme, qui est fait pour les hommes, avec des hommes dedans. Ça te dégoûte? Tu as bien des idées de Paris, toi? Moi, ce parfum de chaussettes, ça me rassure. Je me dis que je ne vaux pas mieux que mon voisin. Je me sens, je nous sens, donc je me sens déjà mieux. À partir d'Istanbul, monsieur Ibrahim a moins parlé.
Il était ému. Bientôt nous rejoindrions la mer d'où je viens. Chaque jour, il voulait que nous roulions encore plus lentement. Il voulait savourer. Il avait peur aussi. Où est-elle cette mer dont vous venez, monsieur Ibrahim? Montrez-moi la carte. Ah, ne m'embête pas avec tes cartes, Momo. On n'est pas au lycée ici. On s'est arrêté dans un village de montagne. Je suis heureux, Momo. Tu es là, et je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Maintenant, je veux t'emmener danser. Danser, monsieur Ibrahim? Il faut, absolument. Le corps de l'homme est comme un oiseau enfermé dans la cage du corps. Quand tu danses, le cœur il chante comme un oiseau qui aspire à se fondre en Dieu. Viens, allons, Teki. Oh quoi? Drôle de dancing. J'ai dit en passant le seuil. Un teke, c'est pas un dancing, c'est un monastère, Momo. Pose des chaussures. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai vu des hommes tourner. Les derviches portaient de grandes robes pâles, lourdes, souples. Un tambour retentissait, et les moines se transformaient alors en toupies. Tu vois, Momo, ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de leur cœur qui est le lieu de la présence de Dieu. C'est comme une prière. Vous appelez ça une prière, vous? Mais oui, Momo, ils perdent tous les repères terrestres, cette pesanteur qu'on appelle l'équilibre. Ils deviennent des torches qui se consument dans un grand feu. Essaye, Momo, essaye, suis-moi. Et monsieur Ibrahim et moi, on s'est mis à tourner. Pendant les premiers tours, je me disais, je suis heureux avec monsieur Ibrahim. Ensuite, je me disais, je n'en veux plus à mon père d'être parti. À la fin, je pensais même, après tout, ma mère n'avait pas vraiment le choix lorsqu'elle... Alors, Momo, tu as senti de belles choses? Oui, c'est incroyable. J'avais la haine qui se vidangeait. Si les tambours ne s'étaient pas arrêtés, j'aurais peut-être traité le cas de ma mère. C'était vachement agréable de prier, monsieur Ibrahim. Même si j'aurais préféré prier en gardant mes baskets. Plus le corps devient lourd, plus l'esprit devient léger. À partir de ce jour-là, on s'arrêtait souvent pour danser dans des tekkés que connaissait monsieur Ibrahim. Lui, parfois, il ne tournait pas. Il se contentait de prendre un thé en plissant les yeux. Mais moi, je tournais comme un enragé. Non, en fait, je tournais pour devenir un peu moins enragé. Le soir, sur les places des villages, j'essayais de parler un peu avec les filles. Je faisais un maximum d'efforts, mais ça ne marchait pas très fort. Alors que monsieur Ibrahim, lui qui ne faisait rien d'autre que boire sa Suzanne sans souriant, avec son air doux et calme, eh bien, au bout d'une heure, il avait toujours plein de monde autour de lui. Tu bouges trop, Momo. Si tu veux avoir des amis, faut pas bouger. Monsieur Ibrahim, est-ce que vous trouvez que je suis beau? Tu es trop beau, Momo. Non, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que vous croyez que je serais assez beau pour plaire aux filles sans payer? Dans quelques années, ce seront elles qui payeront pour toi. Pourtant, pour le moment, le marché est calme. Évidemment, Momo, tu as vu que tu t'y prends. Tu les fixes en ayant l'air de dire « Vous avez vu comme je suis beau ?» Alors forcément, ils rigolent. Il faut que tu les regardes en ayant l'air de dire « Je n'ai jamais vu plus belle que vous. » Pour un homme normal, je veux dire un homme comme toi et moi, pas Alain Delon ou Marlon Brando, non. La beauté, c'est celle que tu trouves à la femme. Nous regardions le soleil se faufiler entre les montagnes et le ciel qui devenait violet.
Papa fixait l'étoile du soir. Une échelle a été mise devant nous pour nous évader, Moumou. L'homme a d'abord été minéral, puis végétal, puis animal. Ça, animal, il ne peut pas l'oublier. Il a souvent tendance à le redevenir. Puis, il est devenu homme doué de connaissance, de raison, de foi. Tu imagines le chemin que tu as parcouru de la poussière jusqu'à aujourd'hui? Et plus tard, lorsque tu auras dépassé ta condition d'homme, tu deviendras un ange. Tu en auras fini avec la terre. Quand tu danses, tu en as le pressentiment. Ouais, moi, en tout cas, je ne me souviens de rien. Vous vous rappelez, vous, monsieur Ibrahim, avoir été une plante? Tiens, qu'est-ce que tu crois que je fais lorsque je reste des heures sans bouger sur mon tabouret dans l'épicerie? Puis arriva le fameux jour où monsieur Ibrahim a annoncé qu'on allait arriver à sa mère de naissance et rencontrer son ami Abdullah. Il était tout bouleversé comme un jeune homme. Il voulait d'abord y aller seul. En repérage, il me demanda de l'attendre sous un olivier. C'était l'heure de la sieste. Je me suis endormie contre l'arbre. Lorsque je me suis réveillée, le jour s'était déjà enfui. J'ai attendu monsieur Ibrahim jusqu'à minuit. J'ai marché jusqu'au village suivant. Quand je suis arrivée sur la place, les gens se sont précipités sur moi. Je ne comprenais pas leur langue, mais eux me parlaient avec animation. Ils semblaient très bien me connaître. Ils m'emmenèrent dans une grande maison. J'ai d'abord traversé une longue salle où plusieurs femmes accroupies gémissaient. Puis on m'amena devant monsieur Ibrahim. Il était tendu, couvert de plaies, de bleu, de sang. La voiture s'était plantée contre un mur. Il avait l'air tout faible. Je me suis jetée sur lui. Il a rouvert les yeux et sourit. Momo, le voyage s'arrête là. Mais non, on n'y est pas arrivé à votre mère de naissance. Si, moi j'y arrive. Toutes les branches du fleuve se jettent dans la même mer, la mer unique. Là, ça s'est fait malgré moi, je me suis mise à pleurer. Momo, je ne suis pas content. J'ai peur pour vous, monsieur Ibrahim. Moi, je n'ai pas peur, Momo. Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Ça, c'est une phrase qu'il aurait pas dû dire. Ça m'a rappelé trop de bons souvenirs et je me suis mise à sangloter encore plus. Momo, tu pleures sur toi-même, pas sur moi. Moi, j'ai bien vécu. J'ai vécu vieux. J'ai eu une femme qui est morte il y a bien longtemps, mais que j'aime toujours autant. J'ai eu mon ami Abdullah que tu salueras pour moi. Ma petite épicerie marchait bien. La rue bleue, c'est une jolie rue, même si elle n'est pas bleue. Et puis, il y a eu toi. Pour lui faire plaisir, j'ai avalé toutes mes larmes. J'ai fait un effort et Vlan sourire. Il était content, c'est comme s'il avait eu moins mal. Vlan sourire. Il ferma doucement les yeux. Monsieur Ibrahim. Chut, ne t'inquiète pas. Je ne meurs pas, Momo. Je vais rejoindre l'immense. Voilà. Je suis restée un peu. Avec son ami Abdullah, on a beaucoup parlé de papa. On a beaucoup tourné aussi. Monsieur Abdullah, c'était comme un monsieur Ibrahim, mais un monsieur Ibrahim parcheminé, plein de mots rares, des poèmes sus par cœur. Un monsieur Ibrahim qui aurait passé plus de temps à lire qu'à faire sonner sa caisse. Les heures où nous tournions au teke, il appelait ça danse de l'alchimie, la danse qui transforme le cuivre en or. Il citait souvent Rumi. Il disait: l'or n'a pas besoin de pierres philosophales, mais le cuivre, oui. Améliore-toi. Ce qui est vivant, fais-le mourir, c'est ton corps. Ce qui est mort, vivifie-le, c'est ton cœur.
Ce qui est présent, cache-le, c'est le monde d'ici-bas. Ce qui est absent, fais-le venir, c'est le monde de la vie future. Ce qui existe, anéantis-le, c'est la passion. Ce qui n'existe pas, produis-le, c'est l'intention. Alors aujourd'hui encore, quand ça ne va pas, je tourne. Je tourne une main vers le ciel et je tourne. Je tourne une main vers le sol et je tourne. Le ciel tourne au-dessus de moi, la terre tourne au-dessous de moi. Je ne suis plus moi, mais un de ces atomes qui tournent autour du vide qui est tout. Comme disait M. Ibrahim, dans l'intelligence et dans ta cheville, et ta cheville est une façon de penser très profonde. Je suis revenu en stop. Je m'en suis remis à Dieu. Comme disait M. Ibrahim lorsqu'il parlait des clochards, j'ai mendié et j'ai couché dehors, et ça aussi c'était un beau cadeau. Je ne voulais pas dépenser les billets que m'avait glissés M. Abdallah dans ma poche en m'embrassant juste avant que je quitte. Rentré à Paris, j'ai découvert que M. Ibrahim avait tout prévu. Il m'avait émancipé. J'étais donc libre. Et j'héritais de son argent, de son épicerie et de son Coran. Le notaire m'a tendu l'enveloppe grise et j'ai sorti délicatement le vieux livre. J'allais enfin savoir ce qu'il avait dans son Coran. Dans son Coran, il y avait 2 fleurs séchées et une lettre de son ami Abdullah. Maintenant, je suis Momo. Tout le monde me connaît dans la rue. Finalement, je n'ai pas fait l'import-export. J'avais juste dit ça à M. Ibrahim pour l'impressionner un peu. Ma mère, de temps en temps, elle vient me voir. Elle m'appelle Mohamed pour pas que je me fâche, et elle me demande des nouvelles de Moïse. Je lui en donne. Dernièrement, je lui ai annoncé que Moïse avait retrouvé son frère Popol, et qu'ils étaient partis en voyage tous les deux, et que, à mon avis, on ne les reverrait pas de sitôt. Peut-être c'était même plus la peine d'en parler. Elle a bien réfléchi, et est toujours sur ses gardes avec moi. Puis elle a murmuré gentiment. Après tout, ce n'est peut-être pas plus mal. Il y a des enfants qu'il faut quitter, des enfants dont il faut guérir. Je lui ai dit que la psychologie, ce n'était pas mon rayon. Moi, c'était l'épicerie. J'aimerais bien t'inviter un soir à dîner, Mohamed. Mon mari aussi aimerait te connaître. Qu'est-ce qu'il fait? Professeur d'anglais. Et vous? Professeur d'espagnol. Et on parlera quelle langue pendant le repas? Non, je plaisantais, je suis d'accord. Elle était toute rose de contentement, que j'accepte. Non, c'est vrai, ça faisait plaisir à voir. On aurait dit que je venais de lui installer l'eau courante. Alors c'est vrai, tu viendras? Oui, oui. C'est sûr que ça fait un peu bizarre de voir 2 professeurs de l'éducation nationale recevoir Mohamed l'épicier, mais enfin, pourquoi pas? Je suis pas raciste. Voilà. Maintenant, le pli est pris. Tous les lundis, je vais chez eux avec ma femme et mes enfants. Comme ils sont affectueux, mes gamins. Ils l'appellent grand-maman, la prof d'espagnol. Ça la fait bicher. Faut voir ça. Parfois, elle est tellement contente qu'elle me demande discrètement si ça ne me gêne pas. Je lui réponds que non, que j'ai le sens de l'humour. Voilà. Maintenant je suis Momo, celui qui tient l'épicerie de la rue Bleue. La rue Bleue qui n'est pas bleue. Pour tout le monde, je suis l'arabe du coin. Arabe, ça veut dire ouvert la nuit et le dimanche dans l'épicerie.